Oui ou non à l'indépendance, ou est-ce qu'il faut déjà proposer quelque chose aux Calédoniens ? Alors, il faut quand même que les Calédoniens se prononcent, qu'ils disent si oui ou non ils veulent de l'indépendance. Et moi, je suis tout à fait optimiste. On a gagné tous les référendums, nous les loyalistes, par 60% de majorité. Et je suis persuadé que le résultat sera le même quand on organisera ce référendum. Ensuite, je pense qu'effectivement, il faut derrière, éventuellement une deuxième question sur ce qu'on veut faire ensuite. C'est-à-dire, est-ce qu'on conserve le même statut ? Est-ce qu'on l'améliore ? Ou est-ce qu'on change de statut ? Moi, je pense que ce statut-là comporte beaucoup d'avantages. C'est un statut qui nous a apporté la paix. Maintenant, il y a certainement des améliorations à apporter et des modifications peut-être dans les compétences, entre les compétences des provinces et les compétences du gouvernement. Il y a peut-être des choses aussi à faire pour les communes, pour donner un petit peu plus de possibilités et de moyens aux communes. Donc tout ça est à discuter, à négocier. Tout ça ne me gêne pas à partir du moment où on arrête les transferts de compétences, où on reste dans la France. On peut discuter à une organisation interne qui soit un petit peu différente et un petit peu plus efficace. Autre chose, donc puisqu'on parlait des compétences régaliennes, ce sont les 5 compétences qui restent à l'État. Et donc moi je souhaite que ces compétences régaliennes-là, elles restent à l'État français. D'abord parce qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui de se payer, par exemple, la défense de la Nouvelle-Calédonie. On n'a pas le poids suffisant pour peser sur la scène internationale dans les relations internationales. La justice, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui est compliqué aussi à gérer localement, si on devait s'en occuper. D'ailleurs, nos voisins, vous savez, les petits pays insulaires du Pacifique font appel très souvent aux Australiens et aux Néo-Zélandais pour assurer la tête, en tout cas, de leur justice. Donc c'est bien que c'est compliqué pour un petit pays lui-même d'organiser ça. Mais pourquoi nous on est favorable, ce à quoi on est favorable, c'est que les Calédoniens puissent continuer à travailler dans ces compétences régaliennes. Il y a des Calédoniens qui sont policiers, il y a des Calédoniens qui travaillent dans le domaine de la justice. Ce qu'on appelle la calédonisation, avec un mot qui est pas très joli. C'est pas très joli, mais je crois que c'est important. Je crois que c'est important parce que ça permet aux Calédoniens de s'approprier également, pas les compétences, mais en tout cas ces domaines d'activité. Et c'est ça qui fait que l'action de l'État en Nouvelle-Calédonie est mieux acceptée. Voyez, c'est-à-dire que je pense que si on n'avait que des policiers métropolitains pour assurer l'ordre public en Nouvelle-Calédonie, ce serait pas toujours bien compris. Voilà. En matière de diplomatie, on parle aussi déjà d'une compétence un peu partagée, dans la mesure où la Calédonie a son mot à dire dans la zone Pacifique. C'est quelque chose qui vous semble bien ? Alors, non seulement ça me semble bien et important pour le rayonnement de la France et de la Nouvelle-Calédonie dans le Pacifique, mais c'est très important pour notre développement économique. Et donc moi je souhaite, avec Wilfried, on souhaite que on puisse continuer à avoir des représentants dans les ambassades de France du Pacifique, mais que cette possibilité-là soit élargie et qu'elle soit élargie à la zone asiatique. Nous parlons, de zone Asie-Pacifique. Et donc nous souhaitons avoir des représentants dans les ambassades de France asiatiques. Nous avons la chance en Nouvelle-Calédonie d'avoir de grosses communautés asiatiques, vietnamiennes, indonésiennes, et ce sont des pays très importants aujourd'hui en Asie, avec un développement économique exponentiel. Ce sont des locomotives. Nous avons la chance d'avoir ici des communautés qui peuvent nous ouvrir les portes de ces pays-là, qui sont très bien reçus par leurs gouvernements respectifs. Et donc c'est une opportunité pour la Nouvelle-Calédonie qu'il ne faut pas manquer. On a aujourd'hui, c'est vrai que les prix calédoniens sont assez élevés quand on produit en Nouvelle-Calédonie, mais on a aujourd'hui en Asie des classes moyennes et des classes supérieures qui ont les moyens de se payer des produits calédoniens, et donc il ne faut pas se priver de pouvoir exporter, même si ce sont des marchés de niche, et en retour, on peut nous acquérir davantage de produits asiatiques, ce qui nous permettrait de faire baisser le coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. On va parler D'ailleurs, pardon Elisabeth, mais depuis des années, je milite pour que quand un Premier ministre français se déplace dans ces pays asiatiques, il soit accompagné d'un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. On va parler de l'économie, mais pour rester encore d'un mot sur la vie institutionnelle, quel va être le rôle des parlementaires ou des députés pour la sortie de l'accord de Nouméa ? Est-ce que ce sera essentiel ou est-ce que les choses se joueront essentiellement ici ? C'est essentiel. C'est essentiel. D'abord pour maintenir le lien avec l'État, c'est-à-dire le Premier ministre, le Président de la République, mais il ne faut pas oublier ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que le député en Nouvelle-Calédonie, c'est le chef de la majorité.
Et donc, quand il y a quelque chose d'aussi important qui se passe en Nouvelle-Calédonie, bien sûr, c'est la responsabilité du chef de la majorité d'organiser les choses et de rassembler non seulement son parti, mais également les partis amis. Et chez les loyalistes, on a plusieurs partis à rassembler. D'abord pour parler d'une seule voix face aux indépendantistes, ce qui est une bonne chose parce que ça facilite la négociation. Et puis ensuite, pour pouvoir défendre notre position face aux indépendantistes et avec l'arbitrage de l'État français. Alors dans votre programme toujours, et c'est même le premier point, sortir de la crise économique. Alors il y a votre expérience au gouvernement, vous êtes occupé notamment des finances, du budget. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour sortir de cette crise qui touche maintenant la Nouvelle-Calédonie ? Écoutez, je connais bien le problème parce que j'ai dû affronter, moi, quand j'étais au budget au gouvernement, la crise de 2008, la grande crise internationale de 2008. Voilà, qui a fait peur à tout le monde et qui a créé de grands licenciements aux États-Unis, en Australie, en Europe, en métropole. La Calédonie n'avait pas été impactée directement à l'époque. Elle a connu un ralentissement. Oui, mais vous savez, si je reprends, j'aimerais bien reprendre d'ailleurs les affirmations de certains observateurs économiques ou politiques de l'époque qui nous prédisaient une catastrophe. Vous voyez ? Et la catastrophe n'est pas arrivée. Et elle n'est pas arrivée pourquoi ? D'abord parce qu'on a su conserver la confiance des Calédoniens. Voilà. Et moi j'ai été, vous savez, très meurtri. Parce que avant tout, je suis un Calédonien. J'ai été très meurtri de voir ce qui s'est passé quand on a subi la crise du nickel et qu'on a eu ce conflit des rouleurs, vous voyez, et qu'on n'a pas été capable de trouver une solution. Encore une fois, on n'a pas été capable de rassembler les Calédoniens. Parce que quand on exploite le nickel, on a besoin de tout le monde. On a besoin des multinationales, on a besoin des usines, mais on a aussi besoin des petits entrepreneurs calédoniens de roulage, vous voyez, parce que sans eux, on peut pas faire. Et donc, on n'a pas trouvé cette solution. J'ai été meurtri également quand il y a eu ces manifestations sur la vie chère et qu'on a opposé les patrons aux syndicats. Je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense que pour sortir de la crise, on doit être tous unis. On doit trouver les solutions ensemble pour sortir de cette crise. Et surtout, au départ, on avait affaire uniquement à une crise du nickel. Et le fait qu'on n'ait pas cherché à rassembler pour lutter contre cette crise. Le fait qu'on ait adopté les mauvaises méthodes, qu'on n'ait pas donné confiance aux Calédoniens, cette crise s'est généralisée à l'ensemble de l'économie. Ce qui ne s'était pas passé en 2008, parce que ce qui nous a permis en 2008 de ne pas sombrer dans la crise, c'est que la crise du nickel a été confinée au secteur nickel et on a pu s'appuyer sur ce qu'on appelle le secteur hors nickel, c'est-à-dire le reste de notre économie qui a continué à fonctionner parce qu'on menait une politique de confiance et c'est ça qui nous a permis de passer la crise sans encombre. C'est ce que le gouvernement actuel n'a pas su faire. Alors, lutter contre la vie chère, c'est une autre de vos intentions. La TGC va entrer en vigueur prochainement, en tout cas dès ce samedi, il y a l'entrée en vigueur de la marche à blanc. Il y a les accords de compétitivité qui sont prévus. Est-ce que c'est des bons moyens ? Est-ce que vous souscrivez à ces mesures qui ont été mises en œuvre ? Oui, mais le problème a été pris à l'envers. Vous voyez, quand j'étais au gouvernement, je vous explique. Quand j'étais au gouvernement, donc ce qu'on souhaitait faire, c'était, on avait fait le constat, comme tout le monde, que c'est compliqué de produire en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est compliqué de produire à bas prix quand vous avez des salaires élevés, quand vous avez un bon système de santé et quand vous avez un bon système de retraite plus élevé que ceux qu'on trouve dans la zone qui est autour de nous dans le Pacifique. Et donc, vous forcément, vous produisez à prix cher. À partir de ce constat-là, le gouvernement actuel a dit on va faire baisser les prix et on va couper les marges des entreprises pour les obliger à baisser les prix. C'est la mauvaise méthode. La preuve, on n'y est pas arrivé. Les prix ne baissent pas. Ça fait des années qu'on dit on va faire baisser les prix, les prix ne baissent pas. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils n'ont pas baissé ? Non, au contraire. On a mis en difficulté les entreprises. Qu'est-ce qu'ont fait les entreprises ? Elles ont licencié. Qu'est-ce qu'elles font quand elles doivent embaucher ? Elles embauchent à temps partiel, de façon à payer moins. Et qui est en difficulté à cause de cette politique-là ? Ce sont les Calédoniens qui perdent leurs emplois et qui ont des salaires d'un niveau inférieur. Voilà la réalité aujourd'hui. Il fallait faire le contraire, c'est-à-dire qu'il fallait laisser les entreprises gagner de l'argent. Il fallait leur proposer des plans de compétitivité pour qu'elles puissent former leur personnel, qu'elles puissent avoir du nouveau matériel qui permette de mieux produire, qu'elles puissent avoir des logiciels qui leur permettent d'améliorer leur production. Tout ça, il fallait l'aider avec les collectivités.
Et à partir de là, elles auraient produit avec le même personnel, avec les mêmes charges, elles auraient produit davantage. Et donc elles auraient baissé leurs coûts. Et donc elles auraient gagné plus d'argent. Et avec ces gains supplémentaires, on aurait demandé aux entreprises d'en reverser une partie plus importante aux salariés. Et les salariés, avec ces gains plus importants, qui auraient été reversés sous forme de primes ou sous forme d'intéressement, eh bien, ils auraient pu investir, continuer à consommer et soutenir notre économie. Et les entreprises, quand elles gagnent de l'argent, elles payent des impôts. Et quand elles payent des impôts et qu'elles gagnent de l'argent et qu'elles recrutent du personnel, elles remplissent le trou de la CAFAT, vous voyez ? Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que comme il n'y a plus d'impôts parce qu'on a coupé les marges des entreprises, eh bien, le gouvernement est obligé d'augmenter les impôts pour tout le monde. Il a même mis 4% d'impôts sur les retraites des petits vieux et sur les boursiers. Eh bien, ça, je peux vous dire que moi, si j'arrive au pouvoir, je supprime ça parce que c'est injuste. Voilà, c'est injuste de faire payer 4% aux retraités et 4% aux boursiers. Et maintenant que la crise est là, est-ce que ce phénomène que vous venez de nous développer, est-ce que vous pouvez encore le mettre en œuvre ou est-ce que c'est trop tard et qu'il faut trouver d'autres moyens pour faire redémarrer la machine ? Ah mais d'abord, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard pour bien faire. Mais c'est vrai que celui qui va arriver au gouvernement là dans 2 ans au moment des provinciales, ça va être très difficile pour lui. Il va falloir rattraper tout ce retard. Vous savez, la situation de la CAFAT, elle est terrible aujourd'hui. Vous savez sur quoi travaille le gouvernement aujourd'hui ? Ils sont en train d'imaginer, le trou est tellement important à la CAFAT qu'ils sont en train d'imaginer un ticket modérateur de 50% sur la longue maladie. Vous vous rendez compte ? C'est que sur le cancer, le diabète, etc., on va être obligé de payer 50% de la maladie sur des maladies qui coûtent des millions. C'est ça que le gouvernement nous prépare aujourd'hui. Mais qui peut se payer ça ? Mais personne. Personne, même les gens qui gagnent bien leur vie ne peuvent pas payer un ticket modérateur de 50% sur la longue maladie. Voilà dans quelle situation on est. Le député, qu'est-ce qu'il peut faire en matière de développement économique ? Tout ce que vous venez de nous exposer, est-ce que là, c'est pas carrément le gouvernement, les élus du Congrès qui peuvent agir ? Mais bien sûr que si, sauf que je vous ai expliqué la dernière fois que depuis 2002, le député, quand il est mis en difficulté, 2 ans après, il perd les élections. Et donc c'est pour ça qu'avec Wilfried Weiss, nous nous présentons aujourd'hui, parce que si on veut un changement dans 2 ans au moment des provinciales et de l'élection d'un nouveau gouvernement, eh bien il faut entamer ce changement dès maintenant à la députation. Votre campagne, Pascal Vittori, elle est bien lancée, manifestement. Vous avez bien rodé votre discours, votre thème de campagne. Comment elle se déroule autrement ? C'est sur le terrain, c'est sur Internet, Ça se passe bien, un petit peu partout, vous voyez. Donc on a une page Facebook Tous Calédoniens, qui est la 2e page politique de Nouvelle-Calédonie en termes d'activité, juste derrière celle du député sortant. Et puis donc il y a ma page personnelle, Pascal Vittori. On a 2 sites internet également, touscalédoniens.com, pascalvittori.com, sur lesquels les Calédoniens peuvent retrouver tous nos thèmes de campagne. Et puis on organise une campagne de terrain. Vous innovez avec un mini-car aussi. On a un mini-car qui est juste devant. D'ailleurs, on va prendre une photo devant RRB tout à l'heure. C'est un moyen d'abord de faire campagne, de pouvoir se déplacer facilement, et puis en même temps de faire de la publicité sans avoir à mettre des affiches ou des autocollants partout sur les murs ou les poteaux des différentes communes qu'on traverse. Donc c'est écologique en même temps de ne pas salir les équipements publics. Et puis on est accueillis. On est bien accueillis. Moi, je vous annonce, Elisabeth, qu'on va faire un bon score. Pourquoi on va faire un bon score ? Eh bien, parce que les Calédoniens disent que je suis le candidat le plus crédible dans la 2e circonscription, que je suis le seul candidat à ne pas avoir de casserole, qu'avec Wilfried Weiss, nous avons fait nos preuves. Wilfried dans sa commune de Couma, qui est au sein de l'association des maires de Nouvelle-Calédonie, et moi au sein du gouvernement et au sein de l'exécutif de la province sud. Et donc, on apparaît aujourd'hui comme les candidats les plus crédibles. D'ailleurs, on n'a aucun problème. On est reçu quasiment tous les soirs de la semaine qu'on passe sur l'agglo et le week-end. Donc on est en brousse. Ce week-end, je vous annonce qu'on sera samedi demain à Bourail, à Moindou. Le soir, on est accueilli à la fois et dimanche, je retourne sur Moindou. Donc tout se passe bien. Vous êtes confiant manifestement. Les Calédoniens, ça les intéresse, les législatives déjà, ou ils attendent de voir passer l'étape présidentielle? Non. Moi j'ai senti, si vous voulez, la montée en puissance de cette élection législative, et je pense que depuis cette semaine, eh bien il y a un basculement qui se fait. C'est-à-dire que les Calédoniens sont en train de faire leur choix aujourd'hui. Pascal Vittori, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Elisabeth. À bientôt. Dans ce magazine